Pennsylvanie, la gérante d'un restaurant est trouvée brutalement assassinée. Apparemment, elle a été victime d'un vol qui a mal tourné. Pendant 15 ans, les policiers seront incapables de trouver un suspect, jusqu'à ce qu'un groupe d'experts judiciaires de haut calibre accepte de s'occuper de l'affaire. Un homme disparaît de sa maison de Lubbock, au Texas. Tout semble indiquer qu'il a été victime d'un meurtre. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé son corps, les policiers ne pourront pas prouver qu'il a été tué. Lorsqu'il n'y a plus de pistes à suivre, les enquêteurs d'homicide sont souvent à court de ressources. Heureusement, la société Vidocq, qui regroupe des experts judiciaires renommés, arrive parfois à élucider des cas jusque-là restés inexpliqués et ainsi rendre justice aux victimes. Le 4 février 1984, à Falls Township, en banlieue de Philadelphie, en Pennsylvanie, le gérant d'un restaurant arriva tôt le matin pour son quart de travail. Il trouva étrange de voir que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Depuis quelque temps, il y avait eu une série de vols dans le quartier. Mais rien ne semblait avoir disparu. Toutefois, dans la cuisine, il découvrit la gérante du soir, Terry Brooks, gisant sur le carrelage. On l'avait brutalement assassinée. Quelques minutes plus tard, des policiers et des experts judiciaires du service de police de Falls Township arrivèrent sur les lieux. Ils trouvèrent la victime de 25 ans gisant sur le dos. La lame d'un gros couteau sortait de sa gorge. On lui avait recouvert la tête d'un sac à ordures. À en juger par le manteau qu'elle portait, il semblait bien que Terry Brooks se préparait à quitter les lieux à la fin de la soirée. Dans le bureau du restaurant, les policiers constatèrent que les tiroirs-caisses et les sacs de dépôt avaient tous été vidés. Les chaussures de la victime se trouvaient près du bureau. Bien que ce ne fût pas le seul restaurant à avoir été attaqué par des voleurs au cours des derniers mois, c'était le premier qui se terminait par un acte aussi violent. Les techniciens se mirent à la recherche d'indices sur le meurtrier, mais en vain. Il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction près de la porte déverrouillée. En se basant sur ces premières constatations, les policiers émirent l'hypothèse qu'après le départ de Terry Brooks du restaurant, un voleur l'avait peut-être attaqué et forcé à rentrer avec lui dans le commerce. La jeune femme avait connu une fin violente. On l'avait battue, étranglée, puis poignardée à la gorge. Elle était morte depuis plusieurs heures quand on l'avait trouvée. On préleva des cheveux et des cellules de peau sous les ongles des doigts de la victime. Cela signifiait qu'elle s'était débattue avec vigueur. Malheureusement, il était à cette époque encore impossible de procéder à des analyses génétiques. Tout ce que les experts purent conclure, c'était que ces échantillons ne provenaient pas de la victime. À la recherche de tout indice sur un suspect, les enquêteurs interrogèrent les parents de la victime. Selon eux, Terry était une jeune femme pleine d'entrain qui n'avait aucun mal à se faire des amis. Elle avait travaillé fort pour pouvoir aller au collège et espérait un jour être propriétaire de son propre restaurant. Depuis peu, elle avait abandonné son travail de serveuse pour celui, plus intéressant, de gérante dans un commerce de restauration rapide. Elle venait de se fiancer avec un de ses anciens collègues de travail.
Même si Terry vivait toujours chez ses parents, ceux-ci connaissaient mal son petit ami. Ils s'étaient fiancés rapidement. Personne, selon eux, ne pouvait en vouloir à leur fille au point de désirer lui faire du mal. Scott Keefe, 22 ans, le fiancé de Terry, n'avait pas la moindre idée non plus de l'identité de celui qui pouvait avoir commis un acte aussi brutal. Il déclara que le soir du meurtre, il était chez lui et dormait car il devait se lever tôt le lendemain. Vers 6 heures le matin suivant, il s'était rendu chez elle en route vers son lieu de travail. Il savait que Terry avait travaillé tard la veille et voulait s'assurer qu'elle était rentrée sans problème. Mais il s'inquiéta quand il vit que sa voiture ne se trouvait pas dans l'allée et il réveilla ses futurs beaux-parents. Hey, Mr. and Mrs. Brooks. How's it going? What are you doing here, honey? Quand ceux-ci s'aperçurent que Terry n'était pas encore rentrée, ils appelèrent au restaurant. C'est alors qu'ils apprirent qu'elle était morte. Même si le meurtre semblait avoir été motivé par le vol, les détectives retournèrent au restaurant pour parler à l'autre gérant. Ils recueillirent les dossiers de toutes les personnes qui avaient déjà travaillé là, car le meurtrier était peut-être un employé mécontent. Le gérant n'avait jamais eu connaissance qu'un membre de l'équipe ait eu du ressentiment à son égard ou à l'égard de Terry. Tout semblait indiquer que Terry Brooks avait été une cible choisie au hasard. Pour la police, ces cas sont les plus difficiles à élucider. Résolus à trouver une piste coûte que coûte, les experts analysèrent tous les indices recueillis sur la scène du crime. Ils eurent un coup de chance. Il y avait une empreinte digitale sur le sac à ordures qui recouvrait le visage de la victime. Cette empreinte était identique à celle d'une collègue de travail de Terry Brooks au restaurant. Les détectives convoquèrent la collègue en question à un interrogatoire et lui demandèrent de fournir des échantillons de ses cheveux et de son sang. L'employée ne semblait toutefois pas capable d'infliger de telles blessures à la victime. De plus, elle fournit une explication à la présence de cette empreinte. Le soir du crime, avant de quitter le restaurant, elle avait remplacé tous les sacs à ordures. Elle déclara qu'elle n'avait rien remarqué d'anormal ce soir-là. Mais selon elle, quelque chose d'étrange s'était produit quelques jours plus tôt. Peu avant la fermeture, 2 hommes étaient entrés au restaurant. Ils étaient ivres et gênaient les clients. L'employé appela la gérante à l'aide. Terry tenta d'apaiser les choses, mais sans succès. Lorsqu'elle menaça les 2 hommes d'appeler la police, ceux-ci devinrent très agressifs. Ils la menacèrent à leur tour avant de quitter les lieux. L'employée ne connaissait pas ces 2 hommes et elle ne les avait plus revus ensuite. Les policiers disposaient enfin d'une piste solide. Maintenant, ils devaient identifier les meurtriers avant qu'ils ne frappent à nouveau. De nombreux autres commerçants du secteur avaient eu des rencontres du même type avec des individus qui ressemblaient aux 2 hommes. Mais aucun d'entre eux ne put dire à la police qui ils étaient ni où ils se trouvaient. Les enquêteurs ne parvenaient pas à identifier les individus responsables du meurtre de Terry. L'enquête tourne à court. La situation allait rester ainsi pendant les 14 prochaines années. « 14 années s'étaient écoulées depuis le meurtre de Terry Brooks en 1984 et il semblait qu'il ne serait jamais résolu. Mais en 1998, la police de Falls Township en Pennsylvanie décida de réexaminer tous les cas d'homicide non élucidés sur son territoire.
Le sergent détective Wayne Cloud tomba alors sur le dossier du cas Terry Brooks. On disposait de nombreux indices matériels. J'ai examiné le dossier attentivement. Ces indices étaient encore dans un excellent état de conservation. J'étais persuadé que cette affaire pouvait être résolue. Le sergent Cloud fit appel au détective Nelson Whitney du service des homicides ainsi qu'au procureur du district Laurie Markle. Après avoir examiné le dossier, l'équipe s'aperçut que lors de l'enquête menée plus d'une décennie plus tôt, les détectives avaient négligé un détail important. Au moment du meurtre, il y avait eu de nombreux vols dans les restaurants du secteur et l'enquête qu'on avait alors menée était principalement axée sur ce fait. Nous avons donc décidé, en plus de tenir compte du fait que le meurtre de Terry était peut-être le résultat d'un vol, d'essayer d'en apprendre un peu plus sur elle et de voir si son meurtrier n'aurait pas été quelqu'un qui la connaissait déjà. Les enquêteurs retracèrent des personnes qui connaissaient bien Terry et ses habitudes. Ils contactèrent son ancien gérant. Lorsque celui-ci vit les photos de la scène du crime, l'une d'elles en particulier retint son attention. Le détective Nelson Whitney nous raconte. Une des choses que Terry avait l'habitude de faire tous les jours, c'était de nettoyer le cendrier du bureau et de le placer sur un petit rebord au-dessus du bureau. Elle refermait le grand livre de comptabilité, plaçait le téléphone dans une certaine position et rangeait la règle et la calculatrice. La photographie que nous avions prise montrait clairement que le cendrier était au centre du bureau et qu'il contenait des cendres. De plus, il y avait un livre ouvert, une règle et une calculatrice. On savait également que Terry avait l'habitude de retirer ses chaussures lorsqu'elle travaillait au bureau. Ces informations étaient étranges compte tenu de la première hypothèse selon laquelle Terry aurait été accostée à l'extérieur du restaurant et forcée d'y entrer à nouveau. Cela pouvait signifier qu'elle connaissait son assaillant et que c'était elle-même qui l'avait fait entrer. Mais ce n'était encore qu'une autre hypothèse et cela n'aidait en rien les enquêteurs à identifier le meurtrier de Terry Brooks. Il leur fallait de l'aide. Pour cela, ils firent appel à une équipe d'élite en résolution de crimes située à seulement quelques kilomètres de Falls Township, soit à Philadelphie. Depuis 1990, dans un immeuble du quartier historique de la ville, certains des meilleurs enquêteurs se rencontrent tous les mois. C'est le quartier général de la société Vidocq, une association à but non lucratif dont font partie les membres les plus respectés des forces policières, des experts judiciaires, des psychologues et des agents gouvernementaux. Dick Laventhal est le directeur des communications de la société Vidocq. La société doit son nom à Eugène François Vidocq, un Français qui a vécu de 1775 à 1852. À notre avis, c'est le père de la pratique de tout détective moderne. Il est notre inspiration. Cet homme avait une façon innovatrice de penser. C'est le premier enquêteur qui s'est constitué des dossiers sur les façons d'agir des criminels. La société ne compte que 82 membres à temps plein, soit autant que le nombre d'années qu'a vécu Vidocq. Au début, ils se réunissaient pour discuter de cas historiques et de crimes mystérieux jamais résolus. Mais cela ne tarda pas à changer. Très rapidement, notre organisme s'est consacré à la résolution de meurtres non élucidés. Et nous avons tenté ainsi d'apporter du réconfort aux familles dont un des membres avait été assassiné. Pour que la société accepte d'examiner un cas, des enquêteurs doivent présenter leur dossier à ses membres. C'est ce que fit le sergent Cloud dès qu'il en eut l'occasion. J'ai présenté l'affaire sur une base factuelle. Je n'ai émis aucune hypothèse afin de ne pas les influencer. Je leur ai donné tous les éléments recueillis sur la scène du crime. Et quand j'ai eu terminé ma présentation, 30 membres m'ont approché, peut-être même davantage, pour me dire qu'ils étaient intéressés à regarder l'affaire de plus près. Le cofondateur de la société Vidocq, Richard Walter, accepta même de fournir ses services d'expert gratuitement.
Mon travail consistait à dresser le profil du meurtrier à partir de l'examen de la scène du crime. Cela signifie que j'examine les lieux, que je prends note de ce qui s'y trouve et de ce qui en est absent. Puis j'associe ces informations au comportement criminel typique. Nous pouvons en apprendre énormément à propos d'un criminel à partir de la scène du crime. Pour Walter, la violence observée sur les photographies indiquait que le meurtrier était motivé par la vengeance ou la colère, non par l'argent. Que c'était quelqu'un qui connaissait de près la victime et qu'il avait maquillé son crime en vol pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste. À en juger par toutes les traces laissées par le meurtrier sur la scène du crime, il croyait également que ce dernier n'avait vraisemblablement qu'un diplôme d'études secondaires. Par conséquent, il occupait sans doute un emploi manuel, peut-être était-il cuisinier dans une pizzeria par exemple. Sa violence laissait présumer qu'il avait de la difficulté à établir des relations durables avec les femmes. Les enquêteurs se tournèrent alors vers les parents de la victime en espérant que ceux-ci les aideraient à identifier quelqu'un au profil similaire. Le père de Terry, atteint d'une affection au foie, était alors mourant. Le couple ne connaissait personne qui répondait à cette description. Il se rappelait toutefois que le matin du meurtre, le fiancé de Terry, Scott Keefe, avait eu un comportement étrange. Il avait semblé perturbé en apprenant le meurtre de sa fiancée, mais il avait refusé de se rendre à l'hôpital pour identifier la victime. Il avait dit qu'il ne voulait pas être en retard à son travail. À cause du comportement de Scott, les parents de Terry avaient alors cru qu'il cachait quelque chose. Les policiers partageaient leur opinion. Pour en découvrir un peu plus sur son compte, ils interrogèrent les amis de Terry. Tous avaient une piètre opinion de Scott. Ils avaient d'ailleurs été surpris d'apprendre que Terry s'était fiancé avec lui. Scott était possessif et jaloux et il avait des problèmes financiers, vraisemblablement à cause d'une grave dépendance à la drogue. La situation s'aggrava lorsque Terry accepta un salaire moindre pour devenir gérante de ce restaurant. Peu de temps avant d'être assassinée, Terry avait parlé de son désir de rompre avec Scott. Après avoir obtenu ces informations, le détective Cloud décida de fouiller le passé de Scott Keefe. Ce qu'il trouva ressemblait étrangement au profil psychologique dressé par les experts de la société Vidocq, y inclut le métier que Scott exerçait. Notre suspect travaillait dans une pizzeria depuis quelques années. Il avait eu de nombreuses relations amoureuses, mais elles étaient toutes instables. Avec l'aide de la société Vidocq, les enquêteurs avaient finalement identifié un suspect relativement au meurtre de Terry Brooks commis 15 ans plus tôt. Maintenant, il était du ressort de la police de Falls Township de prouver sa culpabilité. Avec l'aide de la société Vidocq, un organisme à but non lucratif regroupant des experts judiciaires, la police de Falls Township en Pennsylvanie avait finalement identifié un suspect pour le meurtre de Terry Brooks commis en 1984. Maintenant, les enquêteurs avaient repris l'examen des indices recueillis près de 15 ans plus tôt pour prouver sa culpabilité. Les indices biologiques recueillis au moment de l'autopsie furent envoyés au laboratoire DrugScan, où depuis peu on procédait à des analyses génétiques qui n'existaient pas encore au moment du meurtre. C'était un nouvel outil judiciaire très sophistiqué. L'experte Diane Marshall examina les indices. Les échantillons avaient été entreposés dans de bonnes conditions. De plus, l'ADN se dégrade peu au cours des ans. Des analyses génétiques révélèrent que la peau trouvée sous les ongles de Terry ne provenait pas d'elle. Marshall se mit à la recherche d'ADN sur l'arme du crime
pour voir si ce code génétique correspondait à celui de la peau. Malheureusement, après tout ce temps, il ne restait plus de traces de sang sur l'arme. J'ai démonté le couteau à l'endroit où la lame est fixée au manche et j'ai creusé à cet endroit précis à l'aide d'un scalpel propre pour y gratter une vieille croûte qui s'y trouvait. Ensuite, j'ai soumis cette matière indéterminée à un examen génétique. Il y avait là 2 codes d'ADN. L'un d'eux correspondait à celui de la victime et l'autre venait du suspect éventuel. Ce dernier spécimen correspondait exactement au code génétique de la peau trouvé sous les ongles. Les enquêteurs disposaient enfin d'indices pour prouver la culpabilité de l'auteur de ce meurtre. Même si les preuves indirectes semblaient pointer Scott Keefe du doigt, on ne disposait pas encore de preuves suffisantes pour l'obliger à fournir un échantillon de son ADN. Il faudrait trouver une autre façon d'obtenir les indices requis. Le détective Whitney suggéra à l'équipe de surveiller les ordures du suspect. En regard de la loi, une fois les sacs à ordures au bord de la rue, elles sont considérées comme propriété publique. Les policiers peuvent par conséquent les examiner et conserver leur contenu. Le jour où les éboueurs devaient passer dans la rue du suspect, les enquêteurs prirent les dispositions nécessaires pour que le camion ne ramasse que les ordures devant la maison de Scott Keefe. Quelques pâtés de maison plus loin, la police prit possession des sacs à ordures et les fit parvenir au laboratoire judiciaire. Diane Marshall espérait qu'ils contiendraient des échantillons d'ADN. Elle remarqua alors des mégots de cigarettes. Lorsqu'on fume une cigarette, on dépose sa salive sur le bout-filtre. Dans la salive, on trouve des cellules épithéliales qui proviennent de l'intérieur de la bouche. Marshall parvint à extraire du matériel génétique des 2 mégots de cigarettes de marques différentes trouvés dans les ordures. J'ai isolé l'ADN à partir des dépôts de salive sur les bouts-filtres des 2 mégots de cigarettes. J'ai alors remarqué que l'un de ces mégots d'une marque en particulier avait un code génétique différent de celui des échantillons de la scène du crime. Mais l'ADN trouvé sur le mégot de l'autre marque était identique. Le jour du 15e anniversaire de la mort de Terry Brooks, Scott Keefe fut convoqué à un interrogatoire. On lui demanda alors également de fournir un échantillon de son sang. Selon le détective Nelson Whitney, il n'a jamais su qu'il était suspect dans cette affaire. Nous lui avons dit qu'il était un témoin important en raison de ses liens étroits avec la victime. Par conséquent, lui seul pouvait nous fournir des informations pour nous permettre de poursuivre l'enquête. Il était donc disposé à nous aider. Après avoir répondu à quelques questions, les détectives lui demandèrent s'il accepterait de passer le test de détecteur de mensonges comme on procède habituellement. Keefe accepta. Pendant ce temps, on envoya de toute urgence les échantillons de sang au laboratoire. Quelques heures plus tard, pendant qu'on attendait les résultats des analyses génétiques, le cofondateur de la société Vidocq, Bill Fleischer, examina minutieusement les résultats du test polygraphique. Le polygraphe détecte les variations associées aux mécanismes de défense qui nous incitent à nous battre ou à fuir en cas de situation dangereuse. Lors du test avec le détecteur de mensonges, nous interrogeons l'individu. Si nos questions le mettent en situation de danger parce qu'il a menti et qu'il craint qu'on s'en aperçoive, son corps réagira immédiatement. Les battements de son cœur vont s'accélérer, son sang sera redirigé à d'autres organes, sa bouche deviendra sèche, ses genoux seront plus faibles, il aura des papillons dans l'estomac et ses mains deviendront moites. Scott Keefe nia être impliqué dans le meurtre de Terry, mais l'analyse de Fleischer lui permit de conclure que le suspect avait menti lors du test. Maintenant, il ne restait plus aux experts qu'à vérifier scientifiquement si Keefe était un meurtrier ou non. Lorsqu'ils comparèrent son ADN aux échantillons recueillis sur la scène du crime, ils obtinrent leur réponse.
Les policiers mirent le suspect devant les faits. Scott Keefe n'avait plus d'autre choix que de passer aux aveux. Il déclara qu'il lui arrivait souvent de rester au restaurant avec sa fiancée lorsqu'elle finissait tard le soir. Dans la soirée du 4 février 1984, Terry Brooks décida de mettre un terme à leur relation. Fou de rage, Scott Keefe tua Terry. Il maquilla ensuite la scène pour faire croire à un vol. Après si longtemps, la famille de la victime obtenait enfin une réponse. Voici le procureur du district, Laurie Markle. La famille de Terry Brooks a dû vivre pendant 15 ans sans savoir qui l'avait tué, ni voir son meurtrier traduit en justice. C'était très important pour nous, au matin du 5 février 1999, de pouvoir rencontrer M. et Mme Brooks et de leur annoncer que nous avions arrêté le meurtrier de leur fille, qu'il était en détention, que nous avions recueilli de nombreuses preuves contre lui et qu'il était passé aux aveux. Scott Keefe plaida coupable de meurtre et fut condamné à la prison à vie. Dans le cas de Terry Brooks, une scène de crime maquillée a entraîné les enquêteurs sur une fausse piste. Mais parfois, les détectives sont aux prises avec un défi encore plus grand. Ils ne disposent d'aucune scène de crime. Le dimanche 19 mai 1991, Jim Dunn et sa femme reçurent un appel tard en soirée à leur maison de Yardley, en Pennsylvanie. Leur interlocutrice s'identifia. Elle s'appelait Alicia Hamilton. C'était la petite amie de Scott, le fils de 24 ans de Jim Dunn. Alicia était bouleversée. Elle déclara que Scott avait disparu de leur maison de Lubbock, au Texas. Jim dit à Alicia de ne pas s'inquiéter. Il attendait l'appel de Scott d'un jour à l'autre. Mais Scott ne l'appela pas. Toutes les tentatives de Jim Dunn pour joindre son fils furent vaines. Bien qu'il fût inquiet, il croyait que Scott était occupé à son passe-temps favori, l'achat et la remise à neuf de vieilles voitures. Je n'avais pas parlé à Scott depuis environ 7 jours, et nous nous parlions habituellement une fois par semaine. Scott avait toujours quelques projets qui l'occupaient. Il cherchait de l'argent pour s'acheter une voiture, ou alors c'était une carrosserie dans laquelle il comptait mettre le moteur d'une autre voiture. Mais après plusieurs jours sans nouvelles de Scott, Jim Dunn décida d'appeler le patron de son fils à une entreprise de Lubbock, au Texas, spécialisée dans l'installation de chaînes stéréo dans des voitures. Le patron de Scott déclara que ce dernier ne s'était pas présenté au travail depuis plusieurs jours. La dernière fois qu'il l'avait vu, Scott se sentait mal et il avait demandé à partir plus tôt que d'habitude. Il avait laissé ses outils et sa voiture au travail et il avait demandé à sa petite amie, Alicia Hamilton, de venir le chercher. Scott avait dit espérer revenir au travail dans un jour ou deux. Le patron déclara à Jim Dunn qu'Alicia Hamilton avait appelé à l'atelier quelques jours plus tard. Elle croyait que Scott l'avait quitté pour une autre femme. Le père de Scott ne croyait pas que son fils pouvait ainsi laisser tomber d'un seul coup sans raison les voitures qu'il aimait tant. Il entra en contact avec la police de Lubbock pour signaler la disparition de son fils. Malheureusement, les enquêteurs ne pouvaient guère faire quelque chose. Scott Dunn était un adulte. Il pouvait être allé n'importe où. Et plus important encore, rien ne prouvait qu'un crime avait été commis. Malgré tout, le détective Tal English accepta de s'occuper de l'affaire. À peu de choses près, il m'a dit que Scott n'avait pas l'habitude de disparaître sans raison. Ce qui préoccupait particulièrement M. Dunn, c'était le fait qu'il avait laissé tous ses outils et sa voiture au travail. Pourtant,
Ces biens avaient beaucoup d'importance pour lui. Et Jim Dunn savait qu'il ne les aurait pas laissés ainsi. Plus tard, au cours de la soirée, les détectives appelèrent la petite amie de Scott, Alicia Hamilton, avec qui il vivait. Elle l'avait vu pour la dernière fois quelques heures avant qu'il ne disparaisse. Elle déclara qu'elle était allée chercher Scott pour le ramener à la maison après qu'il lui ait dit qu'il avait eu un malaise. Elle lui avait conseillé d'aller s'étendre sur son lit et lui avait fait du thé. Elle aurait voulu rester pour s'occuper de lui, mais elle devait se rendre au restaurant où elle était serveuse. Scott avait d'ailleurs insisté pour qu'elle y aille. Après lui avoir dit au revoir, Alicia était partie. Elle ne l'avait plus revu par la suite. La jeune femme ignorait où Scott avait pu aller, mais elle avait toutefois découvert quelque chose d'étrange. En replaçant des meubles, elle avait constaté qu'un bout de la moquette sous le canapé avait été découpé avec soin. Ne sachant trop qu'en penser, les enquêteurs lui demandèrent la permission de visiter le reste de l'appartement. Dans la chambre à coucher, ils trouvèrent le bout de moquette manquant. Il avait été collé à l'aide de rubans adhésifs sur une partie usée de la moquette. Alicia ne l'avait pas remarqué. Sous le morceau de moquette, les enquêteurs virent alors une grosse tache brun-rouge qui ressemblait à du sang. Quand nous avons compris que cela pouvait être une scène de crime, nous avons immédiatement été en état d'alerte et on a appelé notre équipe d'identification. Elle est venue pour tout photographier avant qu'on ne déplace quoi que ce soit. Des analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien de sang humain. Bien qu'on ne sût pas si ce sang provenait de Scott Dunn, cette découverte indiquait qu'un événement violent s'était produit dans la chambre. C'est grâce à l'intuition d'un père inquiet qu'on venait vraisemblablement de découvrir qu'il y avait eu un meurtre. La police de Lubbock, au Texas, cherchait des réponses suite à la disparition de Scott Dunn, âgé de 24 ans. Les policiers firent alors une étrange découverte. Dans la chambre à coucher où le jeune homme dormait avec sa petite amie, se trouvaient des taches de sang sous un bout de tapis. Les autorités se mirent à la recherche d'autres indices. Grâce à un éclairage spécial, les techniciens trouvèrent de copieuses quantités de sang partout dans la chambre. Il y avait des traînées et des coulisses de sang sur les murs et le plafond. Ainsi donc, le meurtrier avait essayé d'éliminer les traces de son crime brutal. On recueillit des échantillons de sang, des fibres de tapis et de rubans adhésifs. Les experts prélevèrent également quelques cheveux de la brosse de Scott Dunn pour d'éventuelles analyses d'ADN. Au laboratoire judiciaire, les experts parvinrent à obtenir le code génétique de Scott Dunn à partir des cheveux recueillis. Ils le comparèrent à celui provenant du sang. Les deux codes étaient identiques. Pour le détective Tal English, il n'y avait aucun doute sur le sort qu'avait connu Scott Dunn. Mais l'enquête allait bientôt se buter à un écueil de taille. Les procureurs refusaient de s'occuper de l'affaire. Selon le bureau du procureur, la loi texane exige qu'on dispose du corps pour ouvrir une enquête pour homicide. Et nous ne l'avions pas retrouvé. Même si nous disposions des preuves qui laissaient présumer qu'un meurtre avait été commis, il nous était extrêmement difficile d'ouvrir une enquête. Les autorités du Texas intensifièrent leurs recherches dans l'espoir de prouver que Scott Dunn avait été assassiné. On interrogea de nouveau Alicia Hamilton, sa petite amie.
Bien qu'elle ne puisse expliquer la présence de sang dans sa chambre, Alicia continua d'affirmer que Scott était parti avec une autre femme. Mais au cours de l'interrogatoire, elle émit une autre hypothèse. Scott et elle avaient eu des frictions avec l'un de leurs voisins, un certain Tim Smith. Alicia affirma que celui-ci la harcelait depuis quelques semaines. Elle ajouta qu'elle l'avait rencontré dans une boîte de nuit du quartier quelques mois auparavant. Elle reconnut qu'elle avait une liaison avec lui, même si elle avait une relation amoureuse avec Scott. Elle s'était alors rendue compte que c'était une erreur et avait tenté de rompre avec Tim, mais il refusait de la laisser aller. Il avait commencé à la suivre et s'était même présenté à l'appartement où elle vivait avec Scott. Même si officiellement on ne pouvait affirmer qu'un crime avait été commis, la police disposait d'un suspect potentiel. Les policiers rendirent visite à Tim Smith, l'homme qui avait, semblait-il, harcelé Alicia et Scott, au dire de la jeune femme. Il se préparait à déménager. Quand les enquêteurs lui demandèrent où il partait vivre, il leur donnait une réponse étonnante. Alicia Hamilton et lui venaient tout juste de s'acheter une maison et ils emménageaient ensemble. C'est alors que les policiers remarquèrent un rouleau de ruban adhésif parmi ses effets personnels. Cela ressemblait au ruban trouvé dans la chambre de Scott Dunn. Au laboratoire judiciaire de la police de Lubbock, l'expert Scott Williams compara le ruban adhésif trouvé dans l'appartement de Tim Smith à celui de la chambre de Scott Dunn. Nous examinons toutes les caractéristiques physiques. Cela inclut la couleur, la texture et toute marque présente sur le ruban. Et bien sûr, dans ce type de ruban adhésif en toile, il y a des fibres ou des filaments tout au long du rouleau. Nous examinons l'espacement de ces fibres et leur composition. Toutes les caractéristiques étaient semblables. Ensuite, on analysa la composition chimique de l'adhésif. Les deux échantillons étaient parfaitement identiques. Et ce n'était pas tout. J'ai remarqué que des fibres et des cheveux s'étaient collés au rouleau du ruban adhésif. J'ai demandé à David Young, la personne responsable de l'analyse, de me dire si les cheveux des deux échantillons venaient d'un même sujet. L'expert en micro-indices David Young compara les cheveux sur le rouleau de ruban adhésif trouvé chez Tim Smith à ceux prélevés à même la brosse à cheveux de Scott Dunn. Il trouva de nombreuses ressemblances. Ce que cela signifiait, c'était que Scott Dunn s'était trouvé à proximité de ce rouleau de ruban à un moment donné. Comme nous avions démontré la présence de ce rouleau de ruban adhésif sur la scène du crime, cela étayait l'hypothèse selon laquelle Scott Dunn et ce rouleau de ruban adhésif s'étaient trouvés simultanément sur la scène du crime. Maintenant, les policiers disposaient d'un lien tangible entre la scène du crime et l'appartement de Tim Smith. Mais sans le corps de la victime, la police pouvait difficilement prouver que le couple s'en était pris au jeune homme. L'affaire risquait de tourner court. Résolu à rendre justice à son fils, Jim Dunn entra en contact avec la société Vidocq. Les membres l'invitèrent à présenter son cas lors de leur prochaine réunion. À la fin de la présentation, le cofondateur Bill Fleischer rencontra Jim Dunn seul à seul. On pouvait voir qu'il était dans tous ses états. Ce père était bouleversé. Il était persuadé que son fils avait été assassiné et qu'Alicia Hamilton était impliquée dans la disparition et le meurtre de Scott. Il cherchait de l'aide. C'était un pauvre homme qui avait besoin d'être aidé par des personnes compétentes. Les membres de la société comprirent qu'ils devaient d'abord prouver qu'un meurtre avait été commis. Sans corps, cela serait certainement ardu. Ils firent appel à l'expert en reconstitution de scènes de crime, Tom Bevel.
La reconstitution de scènes de crime est particulièrement utile dans certains cas. Par exemple, lorsqu'on ne dispose pas du corps de la victime et qu'on se demande ce qui a pu arriver. Cette personne a-t-elle seulement perdu un peu de sang suite à une coupure ou sommes-nous devant des traces indiquant que la victime a subi d'importantes blessures et qu'elle a pu en mourir? Pour répondre à ces questions, Bevel devait d'abord tenter de déterminer quel objet avait pu causer les éclaboussures de sang trouvées dans la chambre à coucher de Scott Dunn. Même si la plupart des taches avaient été essuyées dans un effort pour nettoyer la scène du crime, certaines d'entre elles étaient restées intactes. À l'aide d'un objet recouvert de sang, Bevel put recréer des taches de même dimension et de même forme que celles observées dans la chambre. Les taches avaient été causées par un objet contondant comme un bâton ou un bout de tuyau. Après avoir établi que Scott Dunn avait été battu violemment, Bevel tenta de déterminer si le jeune homme de 24 ans pouvait avoir survécu à une telle attaque. Pour ce faire, il devait découvrir quelle quantité de sang il avait perdu. Il versa du sang sur un tapis du même type que celui de la chambre de Scott Dunn jusqu'à ce que ces taches soient de même dimension que celles trouvées sur la scène du crime. Sa conclusion était formelle. Personne n'aurait pu survivre à une aussi importante perte de sang. Lorsque les procureurs furent mis devant ces faits, ils acceptèrent enfin de s'occuper de l'affaire. Les experts de la société Vidocq étaient parvenus à faire de ce cas de personne disparue une affaire d'homicide. C'était le coup de chance qu'espéraient les enquêteurs de Lubbock. Maintenant, ils pourraient mettre tous leurs efforts à la recherche d'un lien matériel entre Alicia Hamilton, Tim Smith et le meurtre. Ils réexaminèrent tous les dossiers à la recherche d'un détail qui leur aurait préalablement échappé. Cela porta fruit. Certains des cheveux recueillis à même le ruban adhésif de la scène du crime ne provenaient pas de Scott Dunn. Le lendemain, on convoqua Tim Smith au poste pour l'interroger. Encore une fois, celui-ci nia être impliqué dans l'affaire. Pour montrer sa volonté de coopérer, il accepta de fournir un échantillon de ses cheveux à la police. Alicia Hamilton fit de même. Les experts comparèrent les échantillons provenant de Tim Smith et d'Alicia Hamilton aux cheveux d'origine inconnus sur le ruban adhésif taché de sang de la chambre de Scott Dunn. Ils en conclurent que les cheveux provenaient des deux suspects. Cette découverte suffit pour faire arrêter Alicia Hamilton et Tim Smith. Le couple, qui partageait maintenant la même maison, fut mis en détention et accusé d'homicide. Les enquêteurs croient que lorsque Scott Dunn a voulu mettre un terme à sa relation, Alicia est devenue enragée. Incapable de subir ce rejet, elle a battu le jeune homme à mort. Elle a ensuite vraisemblablement cherché de l'aide auprès de son autre amant, Tim Smith, pour qu'il nettoie la scène et se débarrasse du cadavre. Le jury a trouvé Alicia Hamilton coupable de meurtre et l'a condamnée à 20 ans de réclusion. Quant à Tim Smith, il a également été trouvé coupable de meurtre. Il a eu droit à 10 ans de probation. On n'a jamais retrouvé le corps de Scott Dunn. Son père, Jim, a été invité à se joindre au rang de la société Vidocq pour venir en aide aux parents de victimes de meurtre. Il a accepté. Grâce à mon engagement au sein de la société Vidocq, dont je suis maintenant membre, j'ai pu rendre un peu de ce qu'on m'avait donné et démontrer ma gratitude. En même temps, ça me permet d'aider les personnes qui sont dans la même situation que j'ai vécue il y a 10 ans, lorsqu'on a tué Scott. Les membres de la société Vidocq affirment qu'ils ne sont au service que d'un seul client, la vérité. À cet égard, ils ne sont guère différents des policiers et des experts judiciaires auxquels ils viennent en aide. Mais lorsque les meurtriers sont rusés et difficiles à capturer, les experts de la société Vidocq
permettent de donner une nouvelle perspective à une enquête et de résoudre des cas jamais élucidés.